Bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nous savons que, comme l'Afrique du Sud, les États-Unis ont dû surmonter des siècles de ségrégation raciale. Il a fallu le sacrifice d'énormément de personnes, connues et inconnues, pour qu'une nouvelle ère s'ouvre. Michel et moi avons bénéficié de cette lutte. Mais aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans d'autres pays de par le monde, malgré tous les progrès, nous ne pouvons ignorer que le travail n'est pas encore terminé. Voilà, c'était cet après-midi au stade de Soccer City de Johannesburg. Barack Obama, premier président noir élu des États-Unis, venu saluer la mémoire de celui qui fut le premier président noir d'Afrique du Sud. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Ce fut un grand rendez-vous diplomatique. Quel héritage laisse Nelson Mandela? Quel avenir pour la nation arc-en-ciel sans son père fondateur? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités en direct de Johannesburg. Avec vous, Caroline Dumais. Bonsoir, Caroline. Vous êtes notre correspondante en Afrique du Sud. En plateau à Paris, avec nous, Sabine Sessou. Bonsoir, journaliste, écrivain, auteur de Winnie Mandela, l'âme noire de l'Afrique du Sud. Et c'est aux éditions Calman Lévy. Thomas Guénolé, bonsoir. Vous êtes politologue, maître de conférences à Sciences Po. Vous avez publié dans Le Nouvel Observateur, auquel vous collaborez, Nelson Mandela est mort. Saluons-le, mais sans le canoniser. Laurent Clavel, bonsoir. Vous êtes le commissaire général des saisons Afrique du Sud France 2012-2013. On a reçu cette année en France, vous me disiez tout à l'heure, à peu près 800 à 1000 personnalités, c'est ça, des artistes. 800 artistes et 800... en tout 1000 personnes. Oui. Voilà, voilà. Donc il y a une vraie coopération, vous vous occupez donc de cette coopération durant cette année, cette saison entre l'Afrique du Sud et la France, et vous travaillez au ministère français des Affaires étrangères. C'était comme à l'Assemblée générale des Nations Unies, on y aurait cru, une assemblée générale à ciel ouvert. Cet hommage à Nelson Mandela fut un grand rendez-vous diplomatique, mais également un grand moment de réconciliation avec une image forte. Un dirigeant américain qui serre la main à un dirigeant cubain. On n'avait plus vu cela depuis l'année 2000 où Bill Clinton avait alors serré la main à Fidel Castro. Eh bien, cette fois, c'est Barack Obama qui a serré la main du dirigeant cubain Raúl Castro. Toujours Barack Obama qu'on a pu voir dans la tribune avec Bill Clinton ou encore avec son prédécesseur George Bush. François Hollande, lui, vous l'avez vu sur l'image, était aux côtés de Nicolas Sarkozy. Caroline Dumais, franchement Caroline, est-ce que vous n'avez pas été déçue un peu par cet hommage qui manquait, je trouve, cruellement d'émotion par rapport à la vie, à l'homme que fut Nelson Mandela? Est-ce que c'est votre sentiment également? Oh, bien sûr, puis je crois que c'est le sentiment de la plupart des Sud-Africains, hein. Vous savez, quand on choisit déjà le stade de Soweto, les habitants de Soweto, ils sont venus en fait pour honorer Madiba. Et on a très vite compris qu'ils avaient envie de l'honorer à leur façon, hein, en dansant, en chantant et en écoutant les gens qu'ils connaissent. Quand on voyait en fait qui les spectateurs applaudissaient, c'était Winnie Mandela, c'était Desmond Tutu, vraiment les personnalités qui ont partagé leur histoire, les personnalités qui étaient proches de Nelson Mandela. Donc déjà la veille, quand on a annoncé au public le programme, je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient déçues. Est-ce que c'est pour ça que le stade était en grande partie vide? On peut se poser la question, mais c'est vrai que les Sud-Africains sont déçus. Vous, votre réaction, Sabine Sessou, vous avez suivi aussi hein, cet hommage. C'est vrai qu'on aurait voulu entendre Winnie Mandela, non pas parce qu'elle fut uniquement l'épouse de Nelson Mandela, mais parce qu'elle a été aussi sa compagne de lutte. On aurait peut-être aussi aimé entendre Graça Machel. Est-ce que ça n'a pas manqué à cette cérémonie ? Oui, tout était un peu phagocyté par le politique, ce qui était quand même
positif, je trouve, c'était de voir les Sud-Africains dire au monde entier que l'héritage de Nelson Mandela est bien vivant, puisqu'ils se sont permis d'acclamer leurs héros et de huer leurs personnalités politiques les moins populaires, dont le président Jacob Zuma. C'était quand même assez culotté de leur part, et je trouve que c'est un très grand signe de vitalité. Laurent Clavel, vous êtes d'accord, ça a été phagocyté par le politique. Alors vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, mais vous n'avez quand même pas eu ce sentiment-là que ça manquait quand même un peu d'émotion? Je ne sais pas, on pense par exemple aux funérailles de Jean-Paul II dans une autre veine. Alors c'est vrai qu'il avait été assassiné, on pense à Yitzhak Rabin, mais je me rappelle très bien de ces funérailles d'Yitzhak Rabin, où il y avait une émotion incroyable. Ici, on ne l'a pas ressenti, cette émotion, hein. Je pense qu'avec l'heure de retard qu'a eu la cérémonie, on a quand même eu la chance d'avoir une petite heure d'émotion. Puisque, en effet, comme le disait Sabine, on a vu des gens qui avaient du plaisir à être là au début et qui chantaient, qui dansaient et qui avaient envie de célébrer Nelson Mandela à leur manière, en effet. Et ça, on y a eu droit pendant 1 heure quand même, grâce à ce retard. Et moi, j'ai envie de retenir ça. Après, c'est évident que c'était une grande messe politique. Le monde entier était présent. On a entendu souvent que c'était l'ONU à ciel ouvert, etc. Et c'est vrai. Et en même temps, je pense qu'avec le recul, on gardera ça quand même. Je crois que c'est une centaine de personnes, de chefs d'État et de gouvernement qui sont venus. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Avec des moments de réconciliation, il y a des images quand même fortes, justement, dans le domaine politique. On en a parlé tout à l'heure, cette poignée de main entre Barack Obama et Raúl Castro. Je ne sais pas si on peut la revoir, cette poignée de main, qui n'est pas historique, puisqu'en 2000, je le rappelais, Bill Clinton avait serré la main de Fidel Castro. Voilà, on va la revoir, cette poignée de main. Alors, ce soir, la Maison-Blanche dit que rien n'était, entre guillemets, prémédité. Et puis, on a eu, Laurent Clavel aussi, oui, ça vous fait sourire, mais on a eu aussi François Hollande aux côtés de Nicolas Sarkozy. On a vu les deux hommes se parler assez longuement. C'est ça aussi Nelson Mandela, c'est la réconciliation? Bien sûr. Ce sont des images qui ont marqué ici en France, bien évidemment, et tant mieux, pourquoi pas. Je retiens aussi le discours très politique de Barack Obama. Très politique, c'est-à-dire? Bien sûr, puisqu'il s'est permis quand même de rappeler qu'il y avait beaucoup de gens dans l'assistance qui défendaient les valeurs de Mandela sur scène, entre guillemets, mais qui chez eux n'appliquaient pas forcément ces valeurs. Et en effet, on a vu voilà, quelques dirigeants de régimes autoritaires. On citait Raúl Castro, mais on aurait surtout aussi pu citer Robert Mugabe, le président du Zimbabwe. Par exemple. Vous vouliez rajouter quelque chose? Vous noterez que Robert Mugabe a été chaudement accueilli par le public sud-africain. Et donc, vous en... Je n'ai pas envie de faire d'interprétation, ce serait beaucoup trop complexe et ce serait difficile de rapidement, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui est très populaire en Afrique du Sud. Il y a une lecture à faire quand même, parce que Robert Mugabe, comme il est détesté par l'Occident, il est plutôt défendu par les nationalistes africains qui disent qu'il a raison de reprendre la terre aux Blancs, de la donner aux Noirs, etc. Donc c'est un grand débat, et on voit que c'est très sensible en Afrique du Sud, où la question des terres reste pendante, et où, sur le plan économique, rien n'est vraiment réglé. On va reparler justement de la question de la redistribution des terres, donc qui a eu lieu en effet au Zimbabwe, mais au prix d'une violence aussi inouïe, mais qui ne s'est pas faite en effet cette redistribution des terres en Afrique du Sud. Thomas Guénolé, un mot sur cette cérémonie? C'est à cause de Gaulle en fait, figurez-vous. En 1963, quand John Kennedy a été assassiné, les funérailles ont été organisées et Charles de Gaulle, à l'époque président de la République française, devait en quelque sorte une visite d'État à Kennedy, qui était venu à Paris très peu de temps avant sa mort. Et comme il estimait qu'il la lui devait même post-mortem, il a annoncé à la diplomatie américaine à Paris, « Eh bien, je me rendrai en personne aux funérailles ». Et quand les autres chefs d'État et de gouvernement ont appris ça, que le président de la République française, en plus Charles de Gaulle, venait en personne aux funérailles de John Kennedy, je ne peux pas faire moins. Et donc vous vous êtes retrouvé avec tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont venus aux funérailles de Kennedy pour sa mort. C'était la première fois que ça arrivait. Quand ça a été le tour de Gaulle, qui est mort peu de temps après avoir démissionné de la présidence, rebelote, c'était devenu une tradition. Et vous avez ça à chaque fois, en fait, maintenant. Donc, le fait qu'il y ait un tel rassemblement de chefs d'État et de gouvernement, c'est relativement courant, en fait, à partir d'une certaine envergure de chefs d'État, que des personnes se déplacent même plusieurs années après la fin de l'exercice du pouvoir. C'est peut-être pas ce qui nous a gêné, le fait qu'il y ait de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui se déplacent, ce qui était plus gênant, en tout cas plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'émotion qui soit sortie vraiment de cette cérémonie. Je voudrais, Courtois, je vais vous donner la parole, la parole, Sabine Sessou, mais j'aurais d'abord, Courtois, parce que sinon on va perdre la liaison avec Philippe Gassot, qui est notre correspondant à Washington. Philippe, bonjour. Barack Obama était la grande vedette de cet hommage à Nelson Mandela. Il a été longuement applaudi, mais aujourd'hui, la polémique à Washington, c'est bien cette poignée de main entre Barack Obama et Raúl Castro.
Oui, c'est vrai qu'à l'applaudimètre des invités étrangers, c'est bien Barack Obama qui l'a emporté. Il a parlé pendant près de 20 minutes. Il a souligné la grandeur du personnage dont on célébrait la mémoire aujourd'hui. Il a aussi, on l'a rappelé tout à l'heure, parlé de la politique internationale en disant que beaucoup prétendent s'inspirer du modèle de Mandela mais ne l'appliquent pas chez eux. Mais c'est une formule qui peut être aussi appliquée aux États-Unis, car il a parlé d'opposition. Il y a ceux qui s'inspirent, soi-disant, de Nelson Mandela, mais qui ne supportent pas l'opposition. Ça peut aussi jouer s'il a dans le collimateur, par exemple, quelques républicains ultra. Alors c'est vrai que cette poignée de main a été une surprise. Je rencontrais ce matin des personnalités du State Department, du ministère des Affaires étrangères américain. Eh bien, on ne voulait pas commenter ce geste officiellement, mais officieusement, eh bien, on disait que ça allait plutôt dans le bon sens. Et quand on se réfère aux images, eh bien, on voit un président déterminé, un président américain, qui se dirige vers Dilma Rousseff, la présidente du Brésil. Il doit absolument la saluer. Entre les deux pays, ça n'est pas véritablement la lune de miel en ce moment. Et à côté se trouve Castro et bien évidemment le président américain lui tend instinctivement la main. Ça aurait pu être une poignée de main fugitive. Eh bien, pas du tout. Raúl Castro en profite pour échanger quelques mots avec le numéro 1 américain. Alors, que se sont-ils dit? On le saura probablement très bientôt, mais c'est cela qui a fait l'événement. Et derrière tout cela, eh bien évidemment, planait l'ombre immense de Nelson Mandela. Merci beaucoup Philippe Gassot en direct de Washington. On part maintenant à Jérusalem où l'on va retrouver Avi Pazner. Alors pour le moment, nous n'avons pas encore Jérusalem, mais on va retrouver dans un instant Avi Pazner qui est ancien ambassadeur d'Israël en France. Ça nous intéressait de l'avoir ce soir. Il est avec nous, voilà. Merci beaucoup Avi Pazner. En direct non pas de Jérusalem comme je le disais, mais de Tel Aviv. Avi Pazner, Benyamin Netanyahou n'a pas fait le déplacement. Il est un des rares dirigeants à ne pas avoir fait le déplacement. Alors pourquoi est-ce? Parce que Nelson Mandela avait critiqué la politique israélienne à l'égard des Palestiniens? Non, pas du tout. C'est le président Pérez qui devait se rendre en Afrique du Sud pour les funérailles. Malheureusement, il est tombé malade, il a la fièvre, il a la grippe, il a 90 ans, il n'a pas pu faire le voyage. Donc, c'est le deuxième personnage de l'État, le président de la Knesset, le président de notre Parlement, Yuri Edelstein, accompagné d'une importante délégation parlementaire qui a représenté Israël à ses funérailles. Et c'est vrai qu'en Israël aussi, il y a une grande admiration pour Nelson Mandela, pour ce qu'il a fait, pour son combat. Et aussi, nous avons eu des différends avec les gouvernements d'Afrique du Sud sur leur politique à l'égard du conflit du Moyen-Orient, mais cela n'a rien à voir avec la participation d'Israël qui a été à un haut niveau et j'espère qui a été appréciée en Afrique du Sud. Avi Pazner, Nelson Mandela, homme de la réconciliation. Alors, à la question de savoir qui pourrait être l'homme qui pourrait réconcilier les Palestiniens et les Israéliens, eh bien, sort le nom de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, c'est ce dirigeant palestinien, je le dis à nos téléspectateurs, qui est emprisonné maintenant depuis 12 ans dans les geôles israéliennes. Alors, est-ce que Marwan Barghouti pourrait être, selon vous, le Mandela des Israéliens et des Palestiniens ? Mais je crois que les Palestiniens ont un président, Mahmoud Abbas, avec lequel nous négocions, Arshav, et le secrétaire d'État Kerry était il y a quelques jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Il est reparti avec un message très optimiste en disant que, à son avis, le dialogue progresse bien. D'ailleurs, John Kerry retourne en Israël après-demain. C'est-à-dire il y a un effort très grand qui se fait actuellement. Et du côté palestinien, il y a un président élu, Mahmoud Abbas, qui essaye lui aussi, malgré les difficultés politiques qu'il rencontre, malgré le fait qu'il représente seulement la moitié du peuple palestinien, puisque l'autre moitié à Gaza est représentée par le Hamas,
qui ne veut pas reconnaître Israël et qui ne veut pas de négociation avec Israël. Il essaye. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu essaye. Et au milieu, il y a les États-Unis qui s'efforcent d'arriver à un accord. Et nous espérons bien arriver à un accord avec les Palestiniens et de suivre l'exemple de Nelson Mandela qui a pu faire régner la paix en Afrique du Sud. Et nous espérons avoir la même réalité dans notre part du monde dans un avenir pas trop lointain. Ouais. Merci beaucoup, Aviv Pazner. On a bien compris, vous misez plus sur Mahmoud Abbas que sur Marwan Barghouti. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette réaction en direct de Tel Aviv. Caroline Dumais, Nelson Mandela était proche du combat des Palestiniens. Oui, absolument. Et l'ANC, d'ailleurs, en général, qui s'identifiaient en fait au combat, qui identifiaient leur lutte en fait contre l'apartheid, au combat que les Palestiniens ont toujours mené. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a régulièrement des déclarations, des tirades, que ça soit de Desmond Tutu, l'archevêque Desmond Tutu, que ça soit plus récemment de l'ancien compagnon de cellule Ahmed Kafrada, qui visite régulièrement la Palestine. Donc très, très, très régulièrement, bien sûr, on sent bien le soutien du gouvernement, de l'ANC aux Palestiniens. Ça n'est pas un secret. Cela dit, il faut quand même savoir qu'il y a une communauté juive en Afrique du Sud qui est assez importante, qui a même si c'est une minorité, elle a joué un rôle très très important dans la lutte de libération. Il y avait beaucoup de personnes de cette communauté qui étaient en fait au sein de l'ANC, qui se sont battus aux côtés de Nelson Mandela pour la libération et qui ont évidemment le profond respect de tous les activistes ici. Merci beaucoup, Caroline Dumais. Vous restez avec nous. Sabine Sessou, on se pose toujours la question, on va parler dans un instant de l'héritage que laisse Nelson Mandela et de l'avenir de l'Afrique du Sud sans Nelson Mandela. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a d'autres figures qui sont encore vivantes et qui sont proches de Nelson Mandela, qu'on pourrait comparer à Nelson Mandela? Non, je ne crois pas. Vous en connaissez? Je pourrais vous citer Aung San Suu Kyi, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Laurent Clavel. Aung San Suu Kyi serait peut-être, elle a été assignée à résidence pendant 20 ans. On peut peut-être citer le Dalai Lama, non? Oui, je pense quand même que pour l'instant, je vois personne qui peut égaler ce que représente Nelson Mandela. Je ne parle pas de l'homme en lui-même, parce qu'encore une fois, c'est devenu une icône mondiale. Il n'appartient plus au sol sud-africain, mais n'empêche que ce qu'il représente, je ne vois pas d'équivalent. Vous ne voyez pas d'équivalent non plus, Thomas Guénolé? En fait, vous savez, les grands hommes sont d'abord le produit de leur temps et de leur contexte. Et donc, ce qu'il faut, c'est se poser la question, y a-t-il des contextes d'injustice suffisamment criantes pour que vous ayez de grands leaders qui émergent pour rétablir ou établir davantage de justice. À ce niveau-là, si on regarde l'état de la planète, il y a largement de quoi faire. Donc d'autres Nelson Mandela, vous en aurez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, c'est aussi pour dire qu'on peut comparer, quand vous citiez les deux exemples, si on prend Aung San Suu Kyi, à la rigueur, il manquerait un combat plus prononcé en faveur de telle ou telle minorité. Je pense au Karen, par exemple. Donc, où il y a des composantes qui manquent à l'appel. Sinon, pour revenir à ce que vous aviez cité tout à l'heure, c'est un sujet, et il faut le dire clairement, c'est un sujet extrêmement casse-gueule de comparer la situation israélo-palestinienne au régime d'apartheid. Cela étant, vous avez même des historiens qui l'ont fait. Alors des historiens engagés par ailleurs, je pense à quelqu'un comme Eric Hobsbawm, mais la situation israélo-palestinienne a déjà été à plusieurs reprises comparée à celle de l'apartheid sud-africaine. Oui. Mais il y a un débat en Afrique du Sud là-dessus qui est très important et très intéressant d'ailleurs, parce que les Sud-Africains c'est très difficile d'en débattre calmement. Les Sud-Africains estiment que il y a des comparaisons parce qu'il y a eu un traumatisme qui a été suivi d'un élan politique pour Israël, la création d'un État, c'est clair. Mais les Sud-Africains s'identifient complètement au traumatisme post-Holocauste, si vous voulez. Donc ça fait des débats très intéressants en Afrique du Sud. Et la question du trauma, c'est sans doute celle qui a fait de Nelson Mandela cette sorte de psychanalyse de sa propre nation, enfin de guérisseur de sa propre nation, parce qu'il a su, avec sa maîtrise du symbole, son intuition politique, son intelligence émotionnelle, penser ces plaies qui étaient tellement difficiles à penser. Allez, on va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. On va parler de l'héritage que laisse Nelson Mandela et de l'avenir également pour l'Afrique du Sud. À tout de suite.